Salut, c'est Tanguy pour Normandie pour la paix. Aujourd'hui, on se penche sur l'une des plus grandes armes de paix, la justice. On entend souvent le refrain pas de justice, pas de paix. Et c'est logique. Si vous laissez un criminel de guerre en liberté, si vous ne reconnaissez pas la souffrance des victimes, la haine s'accumule, monte comme une cocotte minute. Et 10 ans plus tard, surprise, la guerre repart. La justice, c'est ce qui permet de dire plus jamais ça. C'est ce qui permet de transformer la vengeance, qui est un cycle infini, en une sanction qui est un point final. Et ce concept d'une justice pour les crimes de guerre est en fait très ancien. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à vous pencher sur l'histoire du procès de Peter von Hakenbach en 1400. Oui, je bien dit 1474. Mais est-ce vraiment si simple? Quand on veut arrêter une guerre maintenant, tout de suite, la justice peut parfois être un problème. Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Faut-il négocier avec l'ennemi aujourd'hui pour sauver des vies ou faut-il le traquer quitte à prolonger le conflit? Car si tu es dictateur et que tu sais que tu vas être jugé pour les 1000 crimes que tu as commis dès lors que tu lâches le pouvoir, tu ne serais pas tenté de t'y accrocher coûte que coûte? C'est le dilemme absolu, la paix immédiate ou la justice idéale. Commençons par le terrain. Comment peut-on faire société après l'horreur absolue? Prenez le Rwanda en 1994. Un génocide, 800 000 morts, des voisins qui ont tué leurs voisins. Quand les armes se taisent, le pays est face à une équation impossible. Il y a 120 000 suspects en prison. Si on attend la justice parfaite, avec avocats et procédures longues, il faudra des siècles pour les juger. Et pendant ce temps, le pays reste une poudrière. Le Rwanda a alors fait un pari audacieux, les gacaca. Ce sont des tribunaux communautaires sur l'herbe des villages. Ici, pas de juges en robe, mais des citoyens élus qui sont les Zinyan Gamugayo, une autre façon de désigner les sages. L'objectif n'est pas seulement de punir, mais de recoudre. Le principe, c'est que si le bourreau avoue tout et demande pardon, sa peine est allégée et souvent transformée en travaux d'intérêt général pour réparer ce qui peut encore l'être. Alors, c'est une justice imparfaite, on ne va pas le cacher, et beaucoup d'ONG l'ont critiqué. Il n'y a pas d'avocat, il y a souvent des conflits d'intérêts et une loi du silence pour protéger des individus influents. Mais elle a quand même permis de juger près de 2 millions de dossiers et surtout de faire parler les victimes et les bourreaux. C'est cette justice qui a permis de vider l'abcès de haine locale. Et sans elle, il est possible que le Rwanda aurait pu plonger dans un nouveau cycle de vengeance. Mais pour les gros poissons, pour les chefs de guerre, faire parler, ça ne suffit pas. Il faut une sanction marquante, quelque chose qui fasse hésiter les dirigeants lorsqu'il s'agit d'appuyer sur la gâchette. C'est cette petite idée qui a fait germer la justice pénale internationale. L'idée est née à Nuremberg en 1945 pour sanctionner les dirigeants nazis. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. L'idée, c'est qu'il existe des crimes si graves qu'ils concernent la planète entière. Ce sont donc des crimes contre l'humanité et qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire que le temps n'efface rien. On ne peut pas les oublier et donc on peut les sanctionner à tout moment. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Les accusés sont munis d'écouteurs qui leur permettent de suivre les débats dans l'une des 4 langues officielles du procès. L'héritière de ce rêve, c'est la Cour pénale internationale qui se trouve à La Haye. L'instant est historique, l'émotion palpable. Les représentants de 160 pays viennent de donner au monde un tribunal international permanent. Il jugera des crimes les plus graves qui soient génocide,
Crime contre l'humanité, crime de guerre ou d'agression. Une innovation obtenue non sans mal après 5 semaines de débats à Rome et la mauvaise volonté manifeste de quelques pays, les États-Unis en tête. Son but est noble, c'est de créer une dissuasion mondiale. L'idée, c'est de pouvoir dire à tous les dirigeants, attention, ne faites pas n'importe quoi, sinon vous allez vous retrouver en cellule aux Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas. Et ça marche. Parfois. Cette justice, elle a permis de documenter l'histoire, de donner la parole aux victimes et de juger certains criminels, notamment congolais et maliens. Elle pose surtout une ligne rouge. Mais il faut rester lucide. Cette justice, elle reste à géométrie variable et c'est là que le bât blesse. Parlons franchement. La justice internationale reste crédible lorsqu'elle s'applique à tous. Or, regardez ce qui se passe avec les mandats d'arrêt de la CPI en 2024 et 2025. Alors, petit aparté, un mandat d'arrêt, ça signifie qu'il y a un ordre qui est donné par le procureur de la CPI afin d'arrêter quelqu'un, pas pour le mettre directement en prison, mais pour qu'il soit jugé. Quand la Cour vise Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine, alors là, tous les pays occidentaux, et la France en premier, disent « Bravo, vive la justice !» Et ça se comprend. Mais alors qu'un mandat d'arrêt signifie que tous les pays membres de la CPI doivent l'arrêter s'il vient sur leur territoire, ça n'a pas empêché Vladimir Poutine de pouvoir voyager en Mongolie, en Inde, en Arabie Saoudite et récemment même aux États-Unis, en Alaska. En novembre 2024, la CPI émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Guerre pour des crimes commis à Gaza. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un mandat d'arrêt contre des chefs du Hamas. Alors là, le discours change radicalement. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants. J'ai des motifs raisonnables de croire que 3 hauts responsables du Hamas portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants. La décision antisémite du tribunal international de La Haye est un procès Dreyfus moderne qui se terminera de la même manière. Soudain, Paris et d'autres capitales deviennent très créatives au niveau du droit. Ainsi, le Quai d'Orsay a invoqué l'immunité des chefs d'État pour dire qu'il n'arrêterait pas le Premier ministre israélien s'il venait en France. Un communiqué du Quai d'Orsay qui suscite la polémique. Le ministère des Affaires étrangères évoque les immunités des États qui ne font pas partie de la CPI, ce qui est le cas d'Israël. Alors, cet argument, il est juridiquement complètement bancal. Car le statut de Rome, c'est-à-dire le traité qui a mis en place la Cour pénale, dit explicitement que l'immunité ne protège pas quand il s'agit de ces crimes. Mais c'est surtout un message politique dévastateur, car il donne l'impression que la justice est une arme qu'on est prêt à utiliser contre des adversaires, par exemple Poutine ou El-Béchir, mais qu'on va la mettre bien sous le tapis lorsque vous êtes un allié stratégique. Pire, la France a même modifié son code de procédure pénale fin 2023 pour restreindre sa propre compétence universelle, rendant plus difficile le jugement de criminels de guerre étrangers sur son sol. Cette hypocrisie affaiblit l'idéal de paix par le droit. Car comment dire aux États du Sud de respecter ce droit lorsque nous sommes prêts nous-mêmes à le tordre lorsqu'il s'agit de nos intérêts? Et puis, il y a la question purement stratégique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, parfois la justice peut empêcher la paix. Mettez-vous à la place d'un dictateur. Que faites-vous? Eh bien, vous seriez tenté de vous accrocher au trône jusqu'à la mort et de supprimer tous vos opposants. Car en quelque sorte, la justice supprime votre porte de sortie. Prenons le cas d'Augusto Pinochet au Chili. Je ne vais pas vous refaire toute son histoire, mais pour résumer, c'est un dictateur coupable de torture, d'assassinat politique, de tueries assez massives, bref, ce n'est pas la joie.
Cependant, dans les années 90, il accepte de laisser la place à la démocratie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a négocié une amnistie. C'est la justice transactionnelle. L'impunité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être puni, contre la paix. Moralement, franchement, c'est dur à avaler. C'est un pacte de l'oubli, mais sur le coup, ça a marché, le Chili est débarrassé d'un dictateur. Sauf que l'histoire l'a rattrapé. Ainsi, lors d'un voyage en Angleterre, Augusto Pinochet est arrêté et il va être amené devant les tribunaux britanniques. Et là, ils vont dire « Monsieur, votre amnistie, pour nous, n'a aucune valeur. » Pinochet est interpellé à la demande de la justice espagnole qui enquête depuis 2 ans sur le sort d'Espagnols disparus au Chili. Il est venu à Londres pour se faire opérer d'une hernie lombaire et une demande d'extradition par Madrid a été transmise à la justice britannique pour que le général puisse répondre de ses crimes à l'époque de la dictature. Moralement, franchement, c'est génial. On est en train de dire « Vous êtes un criminel, vous devez être jugé » et de même, ce serait génial de pouvoir envoyer tous les criminels de guerre devant la CPI. Mais avec cette morale, on est quand même en train de transmettre ce message au dictateur. Ne négociez pas, car ça n'aura pas de valeur, restez jusqu'au bout. Et c'est le paradoxe tragique. Pour sauver des vies aujourd'hui, faut-il fermer les yeux sur les crimes d'hier? Le général Augusto Pinochet est arrivé aujourd'hui dans la capitale du Chili, Santiago. Le vieux dictateur que l'on disait incapable de marcher, de répondre à des questions, mentalement affaibli, a semblé pourtant très en forme dans son pays. Surprise, de toute évidence, le vieillard libéré pour raisons humanitaires n'a pas trop souffert ni de l'exil ni du voyage. Ce doit être l'air du pays qui lui donne la force de se lever de son fauteuil roulant. Alors on fait quoi? On jette la justice? Surtout pas. L'impunité totale, l'oubli complet, ça ne marche pas. Le passé finit toujours par remonter. Regardez le Cameroun. Il a fallu attendre août 2025 pour que la France reconnaisse enfin la guerre menée contre les indépendantistes de l'UPC. Je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. 60 ans de déni qui ont fini par empoisonner les mémoires et entacher la France un peu partout en Afrique de l'Ouest et centrale finalement. Emmanuel Macron reconnaît que la France a bien mené une guerre au Cameroun contre des mouvements indépendantistes et d'opposition. Les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple au Cameroun. La vérité finit toujours par exploser. C'est ici qu'on peut écouter le philosophe Olivier Abel qui s'est longuement penché sur les conditions de l'oubli et surtout du pardon. Un tribunal, c'est essentiel pour dire la vérité, pour dire « ceci est un crime », pour fixer des limites claires à partir desquelles une société, et maintenant l'humanité, peut dire « ce n'est pas tolérable ». Mais la justice seule ne suffit pas à faire la paix. La justice s'occupe du réparable, les peines, les amendes, mais le meurtre de masse, lui, il est irréparable. Pour rappel, après la justice, il faut un autre processus, le pardon, ou plutôt le fait de rompre la dette. Il faut que la vérité soit dite. Et ça, c'est entre autres le rôle du juge, mais aussi de l'historien. Mais il faut aussi que le coupable lui-même avoue ses fautes et demande le pardon. C'est seulement à ces conditions que la société peut accepter de ne plus être enfermée par son passé et de ne plus définir l'autre seulement comme un monstre et soi-même seulement comme une victime. La vraie paix, c'est donc un duo, une justice courageuse qui accepte de poser les faits même quand ça ne plaît pas aux diplomates et un travail de mémoire qui permet doucement de recommencer à vivre. Durant tout son procès qui a commencé le 22 août dernier, le djihadiste a plaidé coupable. Il a même demandé pardon au peuple malien pour ses actes. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi avait aussi appelé tous les musulmans du monde entier à résister à ce genre d'action. Votre aveu de culpabilité, votre coopération avec le procureur, le remords et l'empathie que vous avez exprimé envers les victimes, votre réticence initiale à commettre ces crimes, les mesures que vous avez prises pour limiter les dégâts causés et même votre bonne conduite en détention, malgré votre situation familiale.
Tenant compte de tous ces faits, la Chambre vous condamne à l'unanimité à 9 ans de détention. C'était Tanguy pour Normandie pour la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a passionné. Et n'oubliez pas que chaque année, il y a un forum Normandie pour la paix à Caen et qu'on sera présent pour discuter avec vous, partager vos réflexions et répondre à vos éventuelles questions. En attendant, je vous dis à bientôt pour regarder le reste de la série. Ciao!